Alors, continue sur le chat. Merci en tout cas pour vos questions. Merci Jean-Michel et tous les autres. N'hésitez pas pour nous poser vos questions. Donc là, on a survolé une partie très, très rapide sur le partage collaboratif. On va continuer, on va parler un petit peu de performance, puisque globalement, Blackmagic, vous l'avez vu, a quand même, et certainement, je pense notamment sur l'architecture Mac M1, la société qui a développé le mieux optimisé son outil, mais mieux qu'Apple avec Final Cut 10, je tiens à préciser, l'utilisation quand même de ces petites bestias. C'est vrai que la machine que j'utilise est un M1 Max MacBook Pro, et comme l'a dit tout à l'heure aussi Loïc, j'ai des Mac Studio aussi que j'ai eu le plaisir d'avoir sous la main. Thomas va nous parler de en quoi spécifiquement l'architecture Apple est utilisée par Blackmagic dans ce logiciel. Je te donne la main. Alors oui, il y a une raison derrière en fait tout ça, c'est qu'en préparant l'émission, alors je vais partager mon écran, normalement vous voyez une slide là, c'est bon ? Ouais, vas-y. Okay. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. Bon, déjà, moi au quotidien, j'utilise pas Resolve, hein, donc je vais pas faire semblant. Moi, je pourrais dire que je connais, j'ai l'utilisé, mais en fait, non, voilà. Donc, je regardais un peu sur quoi je pouvais commenter, et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait 8 nouveautés au moins. Donc là, j'ai fait passer rapidement. L'important, c'est pas tant de savoir exactement ce que c'est, mais en gros, vous avez des options de recadrage, des options de retouche, des options d'agrandissement, des options de retouche beauté, de correction de pixels morts. Et en fait, à chaque fois, tout ça s'est mis dans une catégorie où on parle d'un nouvel outil qui est en fait le M1. Je vais remettre le premier ici. On le voit ici, il parle de Neural Engine. Et à d'autres fois, il parle du Mac Pro M1. Ouais. Et donc, je me suis un petit peu penché sur qu'est-ce que c'est exactement que ça. Et ça m'a donné l'occasion en fait d'aller chercher pas mal d'infos sur les processeurs et ainsi de suite. Et en fin de compte, je me suis dit que ça pourrait être intéressant rapidement de revenir un petit peu sur ce qu'est un processeur, en quoi c'est intéressant, enfin, qu'est-ce que fait Apple avec son M1 que les autres ne font pas, et qu'est-ce que c'est qu'un réseau neuronal. Allez, c'est un temps technique par Thomas. Alors c'est technique, mais en sachant une chose que moi je ne suis pas un spécialiste des processeurs, je n'ai pas fait d'études de sciences de l'informatique, donc s'il y a des gens dans le chat qui s'y connaissent beaucoup mieux, je vais peut-être les faire bondir des fois, mais en gros l'idée c'est je partage ce que j'ai appris et ce que j'ai compris de tout ça, quoi. Ok, alors on t'écoute. Alors, du coup, voilà, le principe là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce qu'on appelle en fait une architecture de processeur. C'est-à-dire que vous avez deux éléments, vous avez le CPU, qui est en fait ce qu'on appellerait souvent le processeur, et au-dessus vous avez les instructions, ou le jeu d'instructions. Et c'est la combinaison des deux qui fait en fait un processeur. Okay. Donc le CPU va être un calculateur, et l'instruction qui est au-dessus, ça va être comment on veut faire fonctionner le calculateur. Donc lorsqu'on parle de développement, il y a en fait différents niveaux de code. Lorsqu'on parle du haut niveau, alors en aucun cas ça veut dire que c'est plus compliqué, hein. Le haut niveau, c'est en fait un code informatique qui va être très proche de l'œil humain, du fonctionnement humain, pardon. C'est-à-dire que par exemple le Python ou l'Apple Script, lorsque vous écrivez ce type de code, vous allez littéralement avoir des mots humains à l'intérieur, du conditionnel, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est conçu pour faire un logiciel assez simplement compréhensible par les humains. D'accord. Sauf que le processeur, lui, fonctionne en 0 et en 1. Donc c'est ce qu'on appelle du code de bas niveau. Donc c'est la chose qui est vraiment la plus, entre guillemets, la plus technique, la moins corrélée au fonctionnement du cerveau humain. Donc entre le bas niveau et le haut niveau, on va avoir tout un niveau, de nombreux niveaux de code qui vont passer donc de quelque chose le plus technique possible au quelque chose le plus visuel possible. Et lorsqu'on arrive tout en bas, on a ce qu'on appelle le jeu d'instruction du CPU, où en gros le principe c'est le calculateur va recevoir une instruction, il doit savoir où se trouve l'information dans la mémoire, comment la calculer, où renvoyer l'information. Donc ça c'est ce qu'on appelle le jeu d'instruction. Le processeur sans le jeu d'instruction ou le jeu d'instruction sans le processeur, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Okay. Donc ça c'est la base vraiment de ce que c'est qu'une architecture de processeur. Ok, bon, j'espère que vous suivez dans le chat, hein. C'est un peu technique, mais moi j'ai compris. Donc si j'ai compris, je pense que vous avez compris aussi. Voilà, pour être un petit peu plus concret... Comment, Louis ? Belle explication. Non, c'est, c'est gentil, c'est merci. C'est en gros, pour dire un petit commentaire très vite entre le bas niveau et le haut niveau, lorsque vous prenez par exemple, vous écrivez un script en Python,
Vous allez pouvoir le faire tourner sur un Mac, sur un Linux, sur un Windows. Autrement dit, c'est quelque chose qui va pouvoir tourner sans adaptation, parce que c'est très haut niveau. Si vous avez quelque chose qui est vraiment sur, par exemple, là ici on a une image, un processeur Intel ou un processeur M1, quelque chose de comment on va chercher l'information dans la RAM, c'est quelque chose qui ne pourra pas passer de l'un à l'autre, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop bas dans le niveau. Et ici, j'ai pris un exemple qui est donc Intel, qui est le leader mondial des processeurs, je dirais, pour tout ce qui est serveur informatique, pour tout ce qui est ordinateur portable encore, ordinateur de bureau. Donc Intel, c'est une société américaine qui a une particularité, c'est qu'ils font l'intégralité de la chaîne de conception. C'est-à-dire qu'au centre, on retrouve toujours cette architecture, donc instruction et CPU. Donc Intel, c'est ce qu'ils appellent l'architecture x86. Donc des fois, vous cherchez des installeurs sur Internet, c'est marqué x86 dedans. Et ben en fait, c'est Intel, voilà. Okay. Mais pour ce processeur, il va falloir faire deux choses. C'est déjà, il va falloir le concevoir. Donc on verra un petit peu après avec l'exemple d'une photo d'un processeur M1, comment est conçu un processeur. Et il va falloir décider comment on va allouer les différents composants sur ce processeur et ainsi de suite. Et il va falloir aussi définir les instructions. Et une troisième chose, il va falloir fondre le CPU. C'est-à-dire qu'il va falloir aller le fabriquer. Donc là, c'est là qu'on rentre dans toutes ces considérations de 5 nanomètres, 10 nanomètres et ainsi de suite. Donc ce sont des opérations qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, Intel est la seule société qui fait l'intégralité des opérations. Okay. Donc c'est vraiment une configuration unique. Alors parlons d'Apple maintenant justement. Alors justement, par rapport à ça, donc il y a quelques années, Apple a commencé à fabriquer ses propres processeurs. Donc aux alentours de 2005, je crois que c'est 2005, ils ont arrêté d'utiliser les processeurs PowerPC pour utiliser les processeurs Intel, mais ça c'était pour les ordinateurs portables, de bureau et ainsi de suite. Mais en 2007, à la sortie du premier iPhone, ils avaient utilisé leur propre processeur. Et pour faire ça, on ne peut pas le faire avec Intel, parce que Intel fait la combinaison conception du processeur, les instructions et ainsi de suite. Et Apple voulait quelque chose... Tes pieds et poings liés, quoi. Si tu veux avoir plus d'indépendance, d'autonomie, d'optimisation, ils ont pris le truc à l'envers, en fait. C'est ça. En gros, c'est des produits de très bonne qualité, mais si ça convient pas, ça dans l'esprit et la logique d'Intel, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Intel est conçu, c'est une société qui est assez ancienne quand même à l'échelle de l'informatique, et ça a été conçu sur une première réalité, qui est que ce sont des appareils qui seront systématiquement connectés à une prise de courant. Donc la consommation électrique, c'est une problématique, mais c'est pas un ordinateur sur batterie, c'est pas un téléphone portable. Super. Et oui. Et la deuxième chose, c'est que Intel vient d'une époque où un ordinateur, c'est un produit de luxe. Donc c'était censé être quelque chose de pointe. Aujourd'hui, on est passé sur quelque chose où la majorité des appareils qu'on utilise sont sur batterie et sont censés être entrée de gamme. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des ampoules connectées, vous pouvez acheter des petits appareils à 10, 20, 30 euros qui ont des processeurs à l'intérieur. Ouais. Donc ces appareils sont... c'est pas ces appareils, mais ces processeurs vont faire appel à une autre société qui est ARM, donc une société britannique, qui elle a la particularité, donc son cœur de métier, c'est les instructions. Donc c'est toujours la partie en vert. Hein. Tout à l'heure on avait les instructions. Je t'interromps 2 secondes. Sur le chat, celui qui sait me dire qu'est-ce que Intel fabriquait à l'origine avant de faire des processeurs. Si le premier qui me donne la réponse, il gagne un goodies Le Monde de Dayo en cuir. Voilà. Moi j'ai la réponse parce que j'ai fait des recherches. Voilà, moi je la connais aussi. Mais qu'est-ce que fabriquait Intel avant de faire des processeurs ? Je vous écoute. Vas-y, continue toi. Et donc les instructions, donc en gros ARM dans les années 90 ont eu un parti pris qui est, en fait la plupart des gens n'ont pas besoin d'avoir quelque chose qui va calculer aussi vite. Peut-être qu'on peut préparer des instructions qui vont être qui vont permettre d'aller moins dans le haut de gamme. Aussi, il y a beaucoup de monde qui ne veut pas faire de fonderie eux-mêmes parce que c'est quelque chose qui est extrêmement cher. Donc, on ne va faire que les jeux d'instructions, donc la partie verte. On va aussi proposer de concevoir des CPU. Donc, on peut acheter des CPU qui sont déjà conçus, mais on ne va pas les fondre. D'accord. Donc ça, c'est une configuration qui est très différente et c'est une conception qui est extrêmement populaire. Par exemple, Qualcomm ou Broadcom ou Xiaomi, donc des marques ou Huawei, sont des marques qui font majoritairement appel à ça.
certaines vont aller acheter un modèle de processeur. Donc en gros, c'est une carte informatique. Vous avez un plan AutoCAD, voilà, pour schématiser avec les instructions, et ils vont aller payer ça. Puis derrière, ils vont aller chercher un fondeur. Ici, j'en ai mis 2, TSMC et Samsung. Je vais donner une petite information pour donner une échelle de ce qu'on parle lorsqu'on parle de complexité de fabriquer un processeur. Aujourd'hui, en 2005, on estime qu'il y avait 15 sociétés qui étaient capables de fabriquer un processeur le plus haut de gamme possible, c'est-à-dire à la finesse de gravure la plus fine possible. En 2022, il n'y a plus que 2 sociétés qui sont capables de maintenir ce niveau. Aujourd'hui, on est sur du 5 nanomètres, on est en train de basculer sur du 3. Et les 2 sociétés en question sont Samsung et TSMC. Pour donner une idée, lorsqu'on fabrique un processeur à 5 nanomètres, lorsque l'on va sur 1 seconde, donc en fait, on doit envoyer un rayon de lumière tellement fin qu'on utilise ce sont des lasers qui vont aller chauffer des particules de métal fondues 50 000 fois par seconde. Et pour être sûr, donc le calcul de précision de ce laser pour qu'il atteigne ces particules et qu'il atteigne ensuite le processeur, c'est autant d'opérations qui ont lieu en 1 seconde que l'ensemble des opérations de calcul qui ont été nécessaires pour envoyer l'homme sur la Lune. Lorsqu'on parle d'un processeur d'iPhone aujourd'hui, il est capable de faire 11 milliards d'opérations par seconde. Ok, mais il t'envoie pas sur la Lune, ceci dit. Mais bon, je dis ça. Il t'envoie pas sur la Lune. Et c'est aussi pour ça, et c'est important d'avoir cette information, c'est que lorsque l'on parle, parce que c'était l'un des débats ces derniers mois, de ce que Intel n'arrive plus à fournir, ce que Apple demande, il faut se rendre compte qu'il n'y a plus que 2 sociétés dans le monde qui sont capables de faire ça, et que ce sont des choses extrêmement compliquées. D'accord. Et Apple, dans tout ça, a fait un choix d'utiliser l'architecture ARM. Donc, ils utilisent les instructions ARM, mais surtout, ils vont aller concevoir le CPU eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont développé des compétences en interne suffisantes pour aller concevoir intégralement un processeur. Okay. Et eux, ils ont fait le choix d'avoir un fondeur exclusif qui est donc TSMC, qui est donc une compagnie taïwanaise qui fabrique les processeurs pour eux. Ok. Alors la suite, c'est quoi ? C'est l'accouchement, entre guillemets, des M1, on est d'accord, de cette architecture qui a débarqué il y a 1 an et demi maintenant, je crois, 2 ans presque. Ok. C'est ça. Donc on va prendre un exemple qui est ici un processeur M1 Pro. Donc ici, c'est vrai, c'est une radiographie d'un processeur. Donc on va pas rentrer dans le détail hyper précis parce que ça va dépasser des choses que je ne connais pas. Donc le principe ici du M1, de toutes les puces M1, c'est ce qu'on appelle des SoC, donc des systèmes on chip. C'est-à-dire qu'on va pas avoir uniquement un CPU dessus, on va avoir aussi de la mémoire, on va aussi avoir l'équivalent d'une carte graphique et ainsi de suite. Donc ici, on voit différents blocs en jaune où donc un site internet qui s'appelle AnandTech a été identifié les différents composants. Donc le processeur, c'est la partie qu'on va voir ici. Donc si vous regardez bien, vous pouvez voir en fait que vous avez 8 fois le même cœur. Donc les 4 blocs qui sont ici, les 4 blocs qui sont ici. C'est juste en fait des notions des symétries, des inversements, et ainsi de suite. Mais en gros, on a 8 cœurs. Donc si vous achetez aujourd'hui un Mac, ça c'est le M1 Pro, vous avez une option 8 cœurs. Donc ici, il y a 2 décisions qui ont été prises par Apple. Déjà, la consommation électrique et la puissance de chacun des processeurs. Le nombre, donc ça c'est quelque chose qu'ils ont choisi aussi. Ils ont eu l'idée de mettre ce qu'ils appellent des cœurs de performance, donc des cœurs qui vont faire des calculs de fond, des choses, des analyses d'images, des analyses des choses vraiment qui prennent beaucoup de ressources. Mais pour des opérations beaucoup plus simples, aller actualiser une page web, aller chercher des mails ou ainsi de suite, ils ont été faire ce qu'ils appellent des cœurs d'efficacité. Donc là, ce sont des choses qui vont consommer moins de ressources et ainsi de suite. Autrement dit, pour la base, on prend un petit peu de batterie avec ces cœurs-là. Pour les calculs plus compliqués, on va aller prendre ce truc-là. Avec pas mal de détails très intéressants où on peut grouper des cœurs entre eux avec différents débits ou ainsi de suite. Donc en gros, déjà, cette conception, vous ne pouvez l'avoir que si vous faites la conception du CPU vous-même. D'accord. Alors, attends, je te fais une pause 2 secondes. Je salue ceux qui viennent d'arriver. Le Poigne et Photopolo, bienvenue. Vous êtes en retard, mais c'est pas grave. On fait juste une petite aparté sur DaVinci Resolve 18 sur en quoi Blackmagic exploite
l'architecture M1 et Thomas nous fait un petit cours magistral sur l'architecture des CPU. On en est effectivement en train de vous expliquer comment Apple en est arrivé et comment ils ont conçu leur processeur. Voilà. Et vous avez toujours pas trouvé la réponse pour Intel, les gars. Hein. Qu'est-ce que fabriquait Intel à l'origine ? Vous êtes mauvais. Je veux dire, allez, on cherche un petit peu. Google est mon ami quand même. Mais ils sont aussi honnêtes parce qu'ils sont pas allés chercher sur Google, tu vois. Mais non, par contre, pour ceux qui nous rejoignent ou qui regardent là cette présentation depuis quelques minutes, c'est presque fini. Voilà. Donc si jamais c'est un peu trop technique, on a bientôt fini. Voilà. Donc vas-y. Une chose très très intéressante qu'a fait Apple, c'est mettre ici ce qu'on appelle le L2. Donc vous avez différents types de stockage sur un ordinateur. Le disque dur, c'est le stockage le plus lent. Après, on a la RAM qui est plus rapide, beaucoup plus cher aussi. La RAM, vous éteignez l'ordinateur, vous le rallumez, il n'y a plus rien dedans, quoi. Et on va remonter, ainsi de suite. Donc en gros, la RAM, en vulgarisant beaucoup, ce serait le niveau, donc c'est level en anglais, donc L, donc le L4. Et on remonte ensuite L3, L2 et L1 qui sont vraiment les stockages, les instructions du processeur. Le L2, c'est un stockage et Apple l'a littéralement collé. Donc c'est une sorte de super RAM. Ils ont été collés directement au processeur. Et parce qu'ils ont été faire ça, on a là ces processeurs, cette mémoire a un débit de 200 gigaoctets secondes. Pour donner une idée de ce dont on parle. Bon, cherchez pas les gars, vous ne pouvez pas rajouter de la RAM ou changer les RAM de votre M1 Max, M1 Pro, à moins que vous soyez TSMC, que vous savez, voilà, c'est pas possible, c'est mort. Voilà. Voici la raison. Non. C'est après sur le Mac Studio, on peut remplacer des choses, mais c'est uniquement en gardant la capacité d'origine. Mais enfin bon, en gros, c'est parce qu'on a une RAM ici, une super RAM extrêmement élevée, que ça a permis à Apple de proposer moins de RAM standard. Parce que des fois, des gens disaient, moi je peux mettre que 8 Go de RAM dans mon MacBook. Pourquoi ? La raison, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup moins besoin qu'avant à cause de ces blocs-là. D'accord. Très rapidement, et la RAM normale, en fait, elle est stockée sur les côtés ici, quoi. D'ailleurs, autre chose très intéressante, un processeur, il faut le refroidir. Un processeur, s'il dépasse une certaine température, il ne pourra pas calculer plus vite. Et si cette température est atteinte avant qu'on ait atteint les capacités du processeur, on perd en vitesse. Un MacBook Air n'a pas de ventilateur. Un MacBook Pro a le même processeur avec ventilateur. Juste grâce au ventilateur, où il est fort probable que sur des calculs longs, le MacBook Pro soit plus rapide. Juste pour ça. Et Apple a mis la RAM sur les côtés pour la refroidir plus efficacement. Très rapidement à l'intérieur ici, tous les cœurs GPU. D'ailleurs, une petite anecdote assez amusante, que lorsque vous achetez un MacBook Air, vous avez une option entre un processeur 8 cœurs GPU et une qui a une option 7 GPU. À votre avis, pourquoi ? Bon, allez, donne-nous la réponse, parce que si on attend le chat qui arrive même pas à me trouver la réponse pour ma question, franchement, on n'est pas sorti. Hein. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, lorsque TSMC a dit que lorsqu'ils fabriquent un processeur à 5 nanomètres, ils ont 20% de rebut. Donc 20% de ce qu'ils fabriquent va à la poubelle. Donc ce que fait Apple, c'est qu'ils fabriquent le processeur en se disant on va essayer de faire 8 cœurs, et si on a un qui est cassé, c'est pas grave, on va le vendre moins cher en tant que processeur qui n'a que 7 cœurs. Non, c'est ça, c'est une vraie raison. Bien sûr. On pourrait dire que c'est écologique, ça évite de les foutre à la poubelle. C'est énorme. Mais t'as trouvé ça même dans l'audio. Je crois que Loïc aime beaucoup l'audio, même toi aussi. Les composants classe C, classe A, c'est exactement ça. On teste un composant. S'il est très très bon, c'est le haut de gamme, on le descend et ainsi de suite. Et le dernier bloc qui nous intéresse ici, c'est ce qui est marqué ici, le NPU, pour Neural Power Unit. Donc ça, c'est le réseau neural. Lorsque vous utilisez un processeur va calculer en série. C'est un peu, en schématisant beaucoup, une guirlande de Noël où si une ampoule grille, vu que c'est un fil électrique partagé, l'ampoule d'après ne fonctionnera pas. Là, autrement dit, c'est la succession des calculs qui va permettre d'arriver à un résultat. Lorsque vous utilisez un GPU, donc une carte graphique, vous parallélisez les rendus. Lorsque vous voulez faire donc ça, c'était des évolutions naturelles lorsqu'on a travaillé de plus en plus sur l'image ou ainsi de suite. Aujourd'hui, on arrive à une autre situation où on a besoin de développer les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'essayer de recréer le fonctionnement du cerveau humain. Donc, au lieu de travailler d'une façon en série ou de façon parallèle, on va créer une simulation de réseau cérébral. Donc, vous avez des cœurs de calcul, comme les neurones, et vous allez avoir des connexions entre eux qui sont comme les synapses.
avec la particularité du cerveau qui est qu'on peut avoir différents neurones connectés entre eux. Il n'y a pas qu'une seule connexion. Donc le principe, et c'est là qu'on est rentré dans le truc où j'ai commencé à vraiment décrocher. En gros, vous avez un cœur de calcul qui va aller envoyer la même information à plusieurs cœurs de calcul, avec différents coefficients à l'intérieur. Et c'est la multiplication des calculs séparés qui vont arriver à détecter ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous avez donc des informations en entrée, une méthodologie de calcul, parce qu'à chaque fois qu'on a un résultat, on l'envoie à la suite, et ainsi de suite, et vous avez un résultat. Ce qui est fondamental dans ce processus, parce qu'on parle souvent d'intelligence artificielle, mais en fait, ce qu'il faut vraiment dire, c'est la notion d'apprentissage machine. Lorsque vous avez atteint un résultat, par exemple, vous avez identifié un carré, une photo d'un carré ou d'un rond, vous voulez savoir ce qu'est la source, vous voulez savoir si le résultat c'est un carré ou un rond, mais ce qui est très très intéressant, c'est de savoir comment on est arrivé à cette conclusion. Et on va stocker ces 3 informations. Et si on voit sur la diapositive d'après, diapositive, ça sent bon la naphtaline. Bienvenue dans le webinaire de Thomas sur le cours de Apple des Neural Engine. C'est bon, vas-y. Voilà, le principe, c'est que vous avez des données, vous avez la méthodologie, donc l'entraînement, et ensuite vous avez le résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle un protocole d'apprentissage machine. Ici, le machine learning. Ah oui, ce qu'a développé Apple ici, c'est une implémentation matérielle de ce système neuronal. Et pour pouvoir le contrôler, on en revient à cette notion d'instruction, ils ont été développés quelque chose en plus, qui est ce qu'ils appellent le Core ML, qui est une fonctionnalité d'apprentissage machine. Un exemple tout simple, qu'est-ce que vous pourriez imaginer qu'Apple a pu vouloir utiliser en tant qu'apprentissage machine sur un iPhone par exemple? Est-ce que tu as une idée? Comment? La reconnaissance vocale et les instructions, Siri? Alors il y a Siri, mais la première chose que tu fais quand tu prends ton iPhone, tu le déverrouilles. Donc c'est l'empreinte. Tu le déverrouilles, ou le visage. Exactement. Ouais. Donc le principe, c'est tu rentres une première photo qui a été faite de ton visage, et au début, il va calculer, il va se dire ok, là ça marche pas. Et à chaque fois que ça marche, il va aller renforcer le mécanisme d'identification. Autrement dit, plus tu vas déverrouiller le téléphone, plus il sera précis pour le faire. Pareil pour l'empreinte digitale. Une autre application, le scan de toutes les photos de ton téléphone pour identifier les visages. Des fois, il te demande, si tu ouvres photo, il te dit est-ce que tu veux donner un nom à ce visage? Quand tu fais ça, ce que tu es aussi en train de faire, c'est de dire bah oui, là dans le dossier qui n'a pas de nom, en fait, je suis d'accord que les photos qui sont dedans, c'est la même personne. Okay. Et en fait, ça recrée ce système. Okay, lorsqu'on parle d'apprentissage machine, pardon, vas-y. Non, je voulais qu'on en revienne après à Blackmagic et ce qu'apporte finalement. Exactement, j'allais en venir justement. Okay. Donc, la logique d'apprentissage machine, c'est de dire par exemple, il y a des outils dans le Resolve pour détecter la profondeur, pour détecter des ris, pour détecter ce genre de choses. Si vous allez rentrer des photographies, par exemple 5000 photos de gouttes d'eau, de flaques d'eau, et ainsi de suite, vous allez apprendre au logiciel ce qu'est une goutte d'eau. Et lorsque vous allez avoir développer cette capacité, vous allez pouvoir agrandir l'image d'une certaine façon. Vous allez pouvoir distinguer ce qu'est un pixel mort d'une poussière sur l'optique, et ainsi de suite. Donc ce qu'a fait Apple, c'est une solution clé en main pour faciliter ces mécanismes d'apprentissage et de donner une puissance de calcul pour le faire. Et comme sur un composant ici qui est séparé, on n'a pas besoin d'utiliser le GPU pour le faire. Donc quand vous avez besoin de lire des médias compressés, de débayeriser, et ainsi de suite, le GPU va le faire, ou le CPU va le faire, et ainsi de suite. Donc la combinaison gagnante, c'est d'avoir ces 3 blocs séparés et de permettre à des développeurs, parce qu'ici, là, ce qu'on appelle le Core ML, c'est ce que Blackmagic utilise probablement pour le faire, va permettre d'aller développer leur apprentissage machine. C'est ça, avec donc une question très intéressante qu'on pourra discuter, c'est, eh bien, si vous avez une machine Windows, une machine Linux, je serais très intéressé d'aller comparer exactement les mêmes plans, les mêmes opérations de retouche dessus et voir si on obtient le même résultat. Ça, c'est intéressant à faire, ouais. Ça, on pourrait le faire. Ouais. Alors, Linux pourrait pas, mais sur un Windows, on pourrait effectivement comparer ça. Voilà. En tout cas, du coup, moi j'ai terminé.
C'est un peu plus long que ce que je pensais, excusez-moi. Oui, j'espère que c'est ça pas vous a grave. intéressé quand même. Voilà. Ouais. Dites-nous sur le chat, moi je trouvais ça très intéressant, c'est un petit peu long, mais en même temps, faut savoir de quoi on parle. Donc en tout cas, vous pourrez briller demain soir à votre prochain dîner en société en racontant ce que c'est le Neural Engine grâce à Thomas. Donc merci Thomas. Merci à vous. Merci. Je vois que ça rame sur le chat pour. Alors, il y en a un qui est pas loin de la réponse pour Intel. Intel. Alors, tu dis Intel a commencé par des écrans à cristaux liquides. Alors, quel est l'usage des écrans à cristaux liquides dans les années justement, c'est quoi 70, 80, c'est ça? Qu'est-ce qu'on a fabriqué comme truc qui était assez pratique pour tous les jours avec des cristaux liquides, les gars? Allez, trouvez-moi. Non, pas exactement. Pas exactement. Presque, mais pas exactement. Autre chose. Bah, quelqu'un a dit quelque chose, hein, là. Ouais. Oui, des montres. Ah, j'avais pas vu. Bien joué, c'est des montres. Joli Saverio. Intel a fabriqué des mémoires puces. Non, c'est pas ça la réponse, c'est les montres. Les montres. Hein? Les montres. Sérieusement? Ouais, c'est des montres. Pourquoi je le sais? Maintenant, je pense que pas beaucoup de monde l'a trouvé, en tout cas sur le chat. Je vous raconte un peu ma jeunesse. J'avais 16 ans, j'étais à Porte de Versailles, au salon du jeu vidéo de je sais pas quoi, et j'étais sur le stand Intel qui offrait des jeux vidéo et des cadeaux. Ils ont posé la question, qu'est-ce que Intel a fabriqué en premier, avant de faire des processeurs? Et je sais pas, j'ai balancé des montres. Et le mec a des bonnes réponses et j'ai gagné un super jeu à l'époque qui coûtait une blinde. Donc en tout cas c'était sur le stand d'Intel. Donc voilà, je vous dis moi que c'est des montres a priori. Donc si effectivement c'est bien des cristaux liquides, des écrans en cristaux liquides qu'ils ont fabriqués, on peut en déduire effectivement qu'ils faisaient peut-être des montres au départ. Avant peut-être de faire des calculettes par la suite. De toute façon, il y a des montres dans les processeurs, hein, les horloges, c'est ça. Mais Intel a fait quelque chose d'extraordinaire, réellement. C'était de développer des puces mémoire. Donc c'est ça qui a vraiment été qui leur a apporté beaucoup d'argent sur le long terme. Et dans les années 80, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sous-traitaient la fabrication à des fabricants japonais. Sauf que les fabricants japonais ont récupéré la technologie, ont commencé à vendre des choses qui étaient marchées aussi bien à des prix cassés. Et Intel a fait la décision... mais pour le coup qui était incroyable, d'arrêter complètement la fabrication pour faire du CPU. D'accord. Et c'est des exemples de sociétés qui changent complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, depuis 3 ans, ils ont relancé la mémoire, mais pendant 20 ans, ils n'ont plus fait de mémoire. Et des sociétés qui décident... Enfin, c'est comme si Peugeot décidait de ne plus faire de voitures, quoi. Bah, Peugeot, tiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont fait, qu'ils faisaient des moulins à poivre et à café au début. Voilà. Et des vélos. Ok, allez, Twig, tu me contactes sur le chat en direct et en tout cas, voilà, tu as gagné un goodies du monde de Dayo, un porte-quai en cuir, voilà, fait par un artisan qui recycle des cuirs de luxe, voilà, et on a décidé de fabriquer pour le monde de Dayo et pour notre communauté des petits cadeaux de temps en temps que j'ai plaisir à offrir. Voilà, d'ailleurs Xavier, normalement Joli Salivero, tu as dû recevoir, je l'espère, celui que je t'ai envoyé, que tu as gagné il y a 2 semaines.